Le portrait du fugitif le plus célèbre de ces dernières années, c'est Carlos Ghosn. Vous êtes deux journalistes qui vivaient au Japon, Régis Arnaud, Yann Rousseau, correspondant pour de grands magazines, grandes radios françaises, et vous avez rencontré les principaux intervenants dans cette affaire incroyable. Pourquoi finalement ce fugitif fascine ? C'est une très longue histoire. C'est-à-dire qu'on avait un personnage qui était assez mystérieux, qui déjà faisait débat depuis des années, vous savez, sur sa rémunération, notamment en France. On était tout le temps, beaucoup de gens critiquaient Carlos Ghosn, mais il avait construit à partir de rien le plus grand groupe automobile de la planète. Oui, donc là, c'est pas une légende. Vous dites au fond, c'était une star incroyable. C'était une star les premières années, c'est-à-dire ce qu'il réussit à faire chez Nissan, personne n'avait réussi à le faire avant lui. Et même ses pires ennemis aujourd'hui disent que c'est exceptionnel. On enseigne dans toutes les grandes écoles de commerce de la planète des cours de management basés sur cette reconstruction de Nissan. Donc il est arrivé à un seuil et ensuite il est devenu une star avec ça, notamment au Japon, mais ça a changé, ça a changé au début des années 2010. Vous diriez, son étoile a pâli avant même son arrestation. Il s'est un peu fondu dans le paysage à partir du début des années 2010, en fait. Les très grandes années sont en gros 2000 à 2008-9, et ensuite ça devient un patron presque comme les autres, qui gère un groupe immense, mais dont les choix stratégiques, etc. Il y a sur la voiture électrique, il y a quand même quelques trucs, mais c'est moins quelqu'un qui intervient dans le débat public, c'est moins quelqu'un qui apparaît et qui est au grand jour. Oui, et il tombe. Il est arrêté, c'est un véritable cataclysme international devant les caméras du monde entier. C'est un choc terrible, c'est-à-dire que personne ne l'avait vu venir, on ne le savait pas, c'était très secret. Même les journalistes, nous qui suivions ça de près, on n'avait aucune rumeur, on ne savait pas du tout. Il faut se dire que cet homme arrive de Beyrouth, où il a sa belle villa, il a son jet privé, il arrive à Tokyo, on est le 19 novembre 2018 au soir, il va dîner normalement dans le meilleur sushi de la planète, Jiro Sushi à Tokyo, il va retrouver sa fille et le compagnon de sa fille, il descend de l'avion, il est arrêté dans l'aéroport, 5 heures après, il est dans une mini-cellule de 5,46 m, en tenue de prisonnier à dormir sur un tatami. Alors vous racontez les conditions de sa détention. Vous dites une cellule minuscule, il est traité comme un prisonnier lambda. Il est traité comme un prisonnier lambda, voire un peu mieux, parce qu'il est sorti sans avouer de sa garde à vue, de sa détention provisoire. En général, quand on n'avoue pas au Japon, on reste en détention jusqu'à ce qu'on avoue. Donc on peut dire d'une certaine manière, par rapport au canon japonais, il a été privilégié, au point que certains Japonais avocats se plaignaient de son traitement de faveur en privé quand on les rencontrait. Il n'a pas vécu l'enfer, comme il l'a dit, c'est-à-dire pour justifier sa fuite. C'est des conditions très dures. Vous savez, c'est être assis dans la même position pendant 130 jours du matin jusqu'à l'aube, pas d'horloge, pas de montre, parfois pas de visite pendant les week-ends. C'est des conditions très dures, surtout pour quelqu'un qui est encore mis en examen. Alors vous racontez l'incroyable fuite de Carlos Ghosn. Vous faites des révélations. C'est une histoire fabuleuse, c'est-à-dire qu'au moment où il y a cette fuite, on passe dans une histoire grand public, on est sur du Monte Cristo. C'est quelque chose qu'il a prévu pendant plusieurs semaines, on pense, mais qu'il va déclencher le 25 décembre, donc le jour de Noël. Nous, on célèbre Noël, sa famille célèbre Noël, loin de lui, et lui, il passe sa journée au tribunal et il craque. Il se dit, mais c'est pas possible, je suis coincé au Japon, que je sois déclaré coupable ou innocent, je suis coincé pour des années au Japon. On ne le laisse pas voir son épouse, le procureur veut le casser moralement et lui interdit d'avoir des contacts, même téléphoniques, avec Carole, son épouse, dont il est profondément amoureux. Et donc, il donne le top départ, à peu près à cette date-là, sur une opération qu'il a provoquée, qu'il a planifiée depuis des semaines avec des paramilitaires, des barbouzes, qui vont lui organiser cette sortie. Qui vont lui coûter très cher. On ne sait pas, c'est le grand mystère. Ce qu'on sait, c'est que le jour où il part, il abandonne sa caution et il perd déjà 14 millions de dollars. Alors, vous allez raconter comment. Effectivement, il va voyager dans une malle à un moment donné. Oui, il rentre dans une malle après être quitté le jour où sa surveillance par une société privée s'arrête. Il prend un train, il rentre dans une malle et il passe donc le contrôle, l'immigration pour les jets privés à Osaka, qui en fait sont souvent des contrôles de routine quand on prend un jet privé et surtout qui ne se disent pas que des gens peuvent voyager dans des valises. Enfin, c'est pas un endroit où on passe en immigré clandestin, un jet privé, vous voyez. Et donc il passe dans cette grande malle, on met la malle dans la cabine de l'avion s'envole et ça y est, il est libre. Il passe, vous dites, 8 minutes dans la malle. Alors, il passe 8 minutes entre le moment où il est dans l'hôtel et le moment où il arrive au contrôle douanier. Et là, il y a la phase d'enregistrement et ensuite on glisse la malle. Il est toujours dans la malle, on glisse la malle pour charger les valises de ces deux amis, ces deux barbouzes qui officiellement transportent du matériel musical. Vous savez, c'est des grosses boîtes où il y a des câbles, des enceintes, ainsi de suite. Et ça va très vite, c'est quelques minutes. 8 minutes entre l'hôtel et l'aéroport et ensuite une dizaine de minutes avant de charger. Il retrouve donc le Liban. C'est une humiliation pour la justice
justice japonaise. Il fait une conférence de presse. Il est extrêmement virulent contre le Japon et contre Renault-Nissan. Alors, il est très touchant, très sincère dans ce qu'il dit sur la dureté du traitement, ce qu'il a subi. Et il a assez raison. C'est-à-dire que le système japonais est dur moralement. Le système japonais va épargner beaucoup de gens. Il y a très peu d'affaires qui sont prises par les procureurs. Les procureurs ne se jettent que sur les affaires qu'ils sont sûrs de gagner. Donc, il y a beaucoup de gens qui échappent à ça. Mais dès que vous êtes dans l'engrenage, c'est très dur moralement et on va probablement à une condamnation. Donc, il est très dur et il est sincère quand il dénonce ça. Il y a beaucoup d'avocats qui sont avec lui dans cette dénonciation. Ensuite, au Liban, quand il est au Liban, c'est vrai qu'il est très dur avec les équipes de Renault et Nissan. Ça a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort aux directions actuelles. Qui peuvent vouloir le poursuivre et ne plus lâcher désormais. C'est ça que vous dites, au fond. Oui, parce qu'il y a tout un volet civil, en fait, qui est beaucoup plus important financièrement, qui s'ajoute au volet pénal, sur lequel il risquait de la prison. Le volet civil, on parle de centaines de millions d'euros réclamés de Nissan à Carlos Ghosn. Et des poursuites civiles, il peut les déclencher en France, aux États-Unis, aux Rivières, il a déjà perdu, comme vous dites, 40% de sa fortune. Parce qu'il y a des estimations qui courent, qui parlent de ces chiffres-là. Oui. Alors, aujourd'hui, que peut faire Carlos Ghosn? C'est un homme traqué ou c'est un homme libre qui vient d'aller au sport d'hiver, par exemple, comme vous le révélez? Oui, Carlos Ghosn était au ski récemment. Il y a des très bonnes stations de ski au Liban, pas loin de Beyrouth. Non, il est coincé pour l'instant, mais il est libre au Liban. On ne va pas l'inquiéter au Liban. Il a un soutien d'une partie des élites maronites, notamment du président libanais. Donc il ne va pas être inquiété sur le plan judiciaire au Liban. Il peut théoriquement aller au Brésil, où vit encore une de ses sœurs et sa maman, qui est assez âgée. Il ne serait pas non plus extradé du Brésil, puisqu'il a un passeport libanais. Théoriquement, il peut aussi venir en France, s'il le veut, puisqu'il a aussi un passeport français. Il va falloir voir ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a des enquêtes, vous savez, sur plusieurs dites malversations, d'après Renault? Est-ce que ça va déboucher sur des mises en examen? Et à ce moment-là, est-ce que Carlos Ghosn se dira je viens faire face à la justice française ou non? En tous les cas, la star qu'il a été sur le plan économique, mais ce fugitif a une histoire désormais incroyable. Vous racontez d'ailleurs une blessure d'enfance secrète. Son propre père avait été condamné à mort. Oui, son père avait été condamné à mort pour avoir participé à l'assassinat d'un prêtre qui était trafiquant. Peine de mort ensuite commuée en 15 ans de prison, il en a fait 10, ensuite il a été réarrêté pour autre chose, et ensuite il s'est enfui, une blessure dont il n'avait jamais parlé. Et alors Carlos Ghosn ne veut pas rencontrer les journalistes qui connaissent trop son affaire, dont vous par exemple, il n'a pas voulu vous rencontrer. Alors on l'a rencontré, moi je suis allé le voir en prison, je suis allé le voir au parloir en prison. Depuis qu'il s'est échappé, depuis qu'il s'est réfugié au Liban, il n'a plus trop intérêt à rentrer dans les détails de l'affaire et à rencontrer des gens qui rencontrer que des journalistes amis, on va dire. Ou qui ne connaissent pas trop les dossiers. Peut-être moins bien, c'est un dossier quand même financier, économique, un petit peu compliqué. Nous, dans le livre, vous verrez, on l'a quand même on a essayé de le simplifier pour que tout le monde le comprenne, mais ça reste compliqué. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un de malhonnête? On ne sait pas à nous de nous prononcer, on n'est ni procureur ni avocat. Et il n'y aura pas de vérité judiciaire dans l'affaire Ghosn, à moins qu'il y ait un procès un jour en France. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire. Lui, il dit « je suis totalement innocent ». Les procureurs japonais ont dit « on a des dizaines de milliers de pages prouvant que vous avez commis des malversations ». Des malversations qui se porteraient à combien? Qu'est-ce qu'on lui reproche en chiffres? Sur le plan pénal, c'est combien? C'est quelques... il y a sur les deux mises en examen qui sont au Japon, on lui reproche 74 millions d'euros d'argent, pas détourné, mais non déclaré. C'est des argents qu'il aurait dû toucher dans le futur, qu'il n'avait pas touché. Nissan dit on est sur une enveloppe de 300 millions d'euros, 100 millions qui ont été décaissés par Nissan, et 200 millions qui ont été décaissés par Nissan et 100 millions qu'on n'avait pas décaissés. Donc on est sur des dizaines de millions de dollars. Quand on parle de l'affaire de la réception à Versailles, vous vous dites c'est quoi? C'est peanuts, comme on dirait. C'est symboliquement fort pour un public français, mais c'est une goutte d'eau à l'image de l'ensemble des choses que Nissan et Renault reprochent à leur ancien patron. Il y a une légende, Carlos Ghosn, qui continue quelque part, personnage hors norme. Plus cette affaire s'est déroulée devant nous, avec à la fin l'évasion, avec l'histoire du père, etc., plus cette affaire qui commençait par une sorte de thriller un peu économique devient une affaire humaine, une comédie humaine, comme Balzac les racontait dans Illusion perdue ou dans les chefs-d'œuvre qui montrent un jeune homme de province qui va à Paris. Là, c'est un jeune homme du Liban qui va jusqu'au Japon, qui s'enrichit, qui tombe, qui essaye de se relever. Et c'est peut-être pas terminé, il y a peut-être encore d'autres épisodes. Oui, merci en tous les cas. Et c'est passionnant, vous dites, c'est un véritable roman, ça s'appelle Le Fugitif. D'ailleurs, le titre qui pourrait être le titre d'un film, ça sera peut-être d'ailleurs sa vie adaptée sur Netflix. Il a signé, c'est ça? Il n'a pas signé avec Netflix. Nous discutons de projets éventuels.
Ah oui, c'est-à-dire, vous voulez adapter sa vie Il y a des gens qui trouvent ça passionnant, c'est-à-dire Ouais. que depuis, effectivement, depuis son évasion, on est passé dans un sujet extrêmement grand public, passionnant. Avec Mais il est d'accord pour que son ça histoire sera soit pas, portée il au aura cinéma. pas, ça sera pas avec Ouais. lui. Ouais. Lui voudrait probablement développer un projet dont il aurait l'entièreté du contrôle, mais est-ce que les gens ont envie d'avoir cette version-là sans accroche? L'idée, ça serait d'avoir Ouais. un projet qui explique les versions de tout le monde, et c'est là que ça devient intéressant, Ouais. c'est là que ça accroche. Oui, mais lui, il a toujours voulu contrôler sa vie. Et là, il l'a montré dans son évasion. C'est un homme qui veut tout contrôler. Totalement, il contrôle sa vie, il a un destin exceptionnel du début à la fin. Il part avec d'énormes boulets dans la vie, des complexités, et il arrive, il a ce destin phénoménal et cette étude incroyable. Il peut encore rebondir, c'est quelqu'un qui a une vista, qui a une énergie. Moi, quand je l'ai vu en prison, on aurait pu imaginer un homme écroulé, mais pas du tout. Il était encore plein de rage, et vous l'avez vu à Beyrouth lors de sa conférence de presse. C'est le tigre blessé qui sort de sa cage, qui jaillit, qui en veut à la terre entière. Donc il est dans cet état d'esprit, mais sa cage est toujours là, et c'est très compliqué. Merci beaucoup, Régis Arnaud et Yann Rousseau. Le Fugitif, publié chez Stock, Carlos Ghosn. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous.